Je vous en prie, installe-toi. Oriane Rollet, adjointe à la directrice de l'expertise des politiques publiques de l'ANA. Aïda Tazi, senior manager, responsable de la practice bâtiment, immobilier et travaux publics Carbone 4. David Lebagnier, responsable recherche et développement associé chez Pouget Consultants. Et Jérémy Almosny, directeur Ville et Territoires Durables à l'ADEME. Je le disais, donc nous assistons aujourd'hui à présent à un changement de paradigme, alors que jusqu'à présent la rénovation était centrée sur la baisse des consommations énergétiques. On parle d'ailleurs de rénovation énergétique, à laquelle récemment a été introduite la notion de bas carbone. Voici qu'aujourd'hui, la question de l'adaptation au risque climatique, mais aussi et surtout au réchauffement inéluctable que nous connaissons, semble s'imposer à nous à marche forcée. Du coup, je me tourne vers nos invités. J'aimerais savoir quelle est votre vision actuelle. Les professionnels, mais aussi finalement la population, ont-ils fait ce chemin? Sur quoi faut-il, s'il le faut d'ailleurs, prioriser l'action? Peut-être, monsieur Almosny, pourriez-vous commencer sur ce changement de paradigme? Et bonjour à toutes et tous. Merci de l'invitation. Alors effectivement, le contexte... je ne sais pas s'il faut le rappeler, mais c'est vrai que les chiffres sont extrêmement parlants. L'ONERC affiche dans son rapport une augmentation des fréquences des événements climatiques extrêmes, que ce soit les vagues de chaleur, les submersions, les inondations, et puis tout ce qui concerne le volet sécheresse. Et par construction, ça doit interpeller finalement tout le pan de la société, que ce soit les administrés, la société civile, les entreprises et puis les collectivités, car les impacts qui sont finalement multidimensionnel. Bien sûr, l'enjeu environnemental est essentiel et fondamental, je ne vais pas vous le rappeler, mais évoquons aussi les enjeux économiques. France Assureur, dans son rapport de 2015 réactualisé en 2021, évoquait que les coûts de la réparation et les coûts des dommages causés par les événements climatiques allaient pour 93% augmenter, voire s'amplifier pour certains types de vulnérabilité. L'enjeu social, lorsqu'on regarde qui sont les publics touchés par ces épisodes, 1,2 million de personnes en précarité énergétique par des logements mal isolés seront aussi ces victimes collatérales, si je puis dire. Et puis bien sûr, l'enjeu de la transformation, on voit bien que l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans les bâtiments, mais aussi dans la ville, nécessite des vraies transformations profondes en termes de compétences. Mais j'ai envie de dire pas forcément d'innovation, parce qu'on a beaucoup de solutions aujourd'hui qui sont disponibles, connues, testées et souvent valorisées dans ce type d'événement, mais qu'il faut faire connaître, répandre et déployer massivement. Alors, Aïda, on est d'accord, finalement, il ne faut pas opposer en fait tous ces paradigmes. Oui, tout à fait. Il faut vraiment voir la rénovation comme un édifice avec deux piliers. On a un premier pilier qui est la décarbonation. Donc on parlait de baisse des consommations d'énergie. Il faut aussi se sourcer en énergie bas carbone. Donc ça, c'est une première jambe de l'édifice. Puis la deuxième jambe de l'édifice, c'est l'adaptation. Est-ce que mon bâtiment que je construis ou que je rénove, il est pérenne pour le climat de demain? Est-ce qu'on a un climat qui évolue avec de plus en plus de vagues de chaleur notamment? Donc est-ce que c'est un bâtiment qui va être confortable pour demain? Et aujourd'hui, on a un objectif collectif qui est de massifier la rénovation parce qu'il est porté par cet objectif de décarbonation et d'atteinte de la neutralité carbone en France à 2050. Il faut qu'on embarque avec l'adaptation. Moi, je parlais à un bailleur social il n'y a pas très longtemps qui me disait que le constat, quand ils inaugurent une résidence après rénovation, c'est que les gens viennent les voir pour leur dire « c'est super ce que vous avez fait pour nous en hiver, mais en été, on a chaud ». Donc on n'y est pas encore, mais on prend conscience et c'est important qu'on ait ce genre de débat pour justement acter ce changement de paradigme. Alors bien sûr, c'est difficile quand même de jouer sur tous les tableaux, mais les architectes, ils ont fait ce chemin aussi, bien sûr, Laurane. Oui, les architectes ont fait ce chemin et continuent sur ce chemin, évidemment. Ce qui est l'enjeu aujourd'hui, c'est d'allier cette double nécessité en fait, de décarboner les constructions, les rénovations, de penser économie d'énergie, mais de penser effectivement adaptabilité. Et ça, c'est avec les usagers, parce qu'en réalité, la question, c'est l'acceptabilité de tout ça et de transformer ça en une dynamique sociétale positive et pas dans quelque chose de subi.
je pense que c'est un des sujets qu'on va devoir traiter. Bien sûr. Alors, ce qui est très marrant avec vous, Monsieur Le Bannier, c'est que vous m'avez dit, même vous, chez Pouget, vous avez fait un sacré chemin aussi sur ce sujet. Oui. Alors déjà, le chemin, le changement de paradigme, il a démarré. On va dire que le moteur est au ralenti. Les copropriétés ont chaud. Les bailleurs s'inquiètent de l'adaptation de leur parc. La RE 2020 a mis un indicateur sur le confort d'été, même si pour le moment, il ne change pas les pratiques dans les 3/4 de la France. Donc le sujet est là, mais on n'enclenche pas la première. Pourquoi ? Parce que tout le monde est un peu perdu sur ce sujet. Je parle de l'adaptation aux vagues de chaleur. Il y a un foisonnement de solutions, beaucoup de croyances, presque de l'ésotérisme, voilà. Alors qu'on a les connaissances techniques, on sait ce qui marche. Il y a notamment un rapport ADEME qui s'appelle Résilience, qui a été financé par l'ADEME. C'est un peu la Bible des solutions techniques. On sait ce qui marche. Maintenant, il va falloir faire savoir et donner des outils simplifiés pour adapter, quoi. Et le chemin que nous, on a fait, on est très porté solutions passives, sauf qu'en fait, on s'avoue vaincu parfois, dans certains cas, même parfois en Île-de-France, à terme, on sent qu'on aura besoin de froid, et plutôt que de garder ce tabou, il faut le lever et l'anticiper et faire des bâtiments qui vont être en capacité d'évoluer dans le temps, qui vont être en capacité d'intégrer peut-être un peu de refroidissement. C'est pas antagoniste aux solutions passives, on peut marier les deux, ça marche très bien. Voilà. Alors, Oriane, vous aussi, vous intégrez maintenant cela. Alors, le chemin est encore long, bien évidemment, mais Alana, c'est un sujet sur lequel vous travaillez également. Oui, bien sûr. Je rejoins bien sûr tout ce qui a pu être dit jusqu'à présent là, sur les enjeux finalement qui oblige la France dans ses engagements, notamment internationaux en matière de neutralité carbone, mais la nécessité effectivement de parler économie d'énergie. Donc ça, c'est notamment l'approche en rénovation globale qui est fortement incitée et de plus en plus incitée. Et en fait, pour rejoindre ce que disait mon collègue, c'est que effectivement, le changement de paradigme, d'état d'esprit, etc., c'est aussi de se dire, mais il ne faut pas raisonner que non plus en décarbonation, il ne faut pas raisonner que en économie d'énergie, mais aussi en anticipant de probables, potentielles nouvelles dépenses d'énergie qui pourraient advenir si on devait plus massivement finalement climatiser des logements. Donc finalement raisonner non pas en économie d'énergie à enveloppe constante mais future, compte tenu des futures conditions climatiques, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau dans la manière d'approcher aussi nos dispositifs, nos préconisations techniques effectivement, et c'est là-dessus que l'ANA est engagée aux côtés de tous les partenaires parce que c'est vraiment des travaux qui sont faits de manière partenariale. Il y a vraiment besoin qu'on soit tous associés dans cette voie-là pour que ça fonctionne. Et juste un mot sur la question de la massification, bien sûr, il ne faut pas que cette massification se fasse sans cet enjeu d'adaptation, pardon, mais ça nécessite aussi d'avoir des solutions, et je crois qu'on y reviendra, de plus en plus adaptées finalement à chaque bâti, et c'est là-dessus qu'on gagnera aussi la bataille de l'acceptabilité si on arrive à passer ce cap-là. Oui, parce que c'est ça, il faut réussir à s'adapter à chaque bâtiment qui va avoir une réponse différente, et aussi à chaque besoin, à chaque usager, et finalement c'est remettre l'usager au cœur du débat aussi, finalement. Oui, vas-y, pardon. Je voulais juste compléter cette notion de rénovation globale qu'il ne faut absolument pas voir comme une façon de prendre en compte tous les lots techniques ou pas techniques, enfin de l'ensemble des corps de métier, je veux dire, mais vraiment d'y intégrer la question de l'usage et de l'usager, enfin global au sens aussi social du terme. Oui, c'est la qualité aussi qui prime. Mais pour ça, la difficulté aussi, c'est qu'il faut réussir à convaincre. On a quand même de sacrés freins. Et pour ça, la sensibilisation, pour vous, Aïda, vous me disiez, c'est vraiment le très, très important. Alors, comment on fait aujourd'hui pour sensibiliser à ce sujet-là ? Je pense déjà que si on voit le nombre de personnes présentes dans la salle, la sensibilisation, la prise de conscience, elle a déjà eu lieu. On doit être une centaine de personnes, de 100 professionnels qui pensent que la résilience est un sujet qui mérite d'être débattu. Donc évidemment, il faut continuer cette prise de conscience. Ça peut passer par plein de choses. Moi, je vais parler de ce que je connais. Donc, par exemple, chez Carbone 4, on propose des formations, notamment sur le module adaptation et comment est-ce qu'on prend en compte l'adaptation quand on est un professionnel au sein de son entreprise. Ça peut passer aussi par des expérimentations un peu choc. Vous avez peut-être tous entendu parler du camion 50 degrés qui traverse la France, qu'on peut réserver aussi pour des comités d'entreprise. Et l'idée, c'est de passer 15-30 minutes dans des conditions à 50 degrés pour essayer vraiment de voir ce que ça fait. Et ça peut être une expérience choc qui permet de passer à l'action. Donc il y a une sensibilisation à faire.
Vous vouliez rajouter Oui, c'est vrai que vous avez évoqué un terme qui, je trouve, fondamental dans la transition écologique, c'est l'enjeu de l'acceptabilité. Donc au-delà des narratifs et des transformations apportées auprès de l'ensemble des pans de la société, je pense que l'acceptabilité doit quelque part être un préalable nécessaire à toute mesure qu'on porte. Et c'est vrai que dans nos différentes études, l'acceptabilité, nous, on l'adresse selon 4 piliers. C'est le pilier de l'équité de la mesure, c'est-à-dire quelle est la contribution à l'effort pour pouvoir mettre en œuvre cette mesure, et donc certainement traiter de manière singulière certains types de publics, certains types de territoires, d'où l'approche territoriale. L'enjeu également de l'accompagnement local, et il est vrai que le rôle des collectivités, entre autres, je le trouve fondamental pour pouvoir mobiliser les administrés et là aussi essayer de provoquer des changements. Les deux autres piliers, c'est l'existence de solutions, donc c'est-à-dire avoir aussi des offres de solutions. On peut obliger, interdire, exiger, souhaiter, avoir l'ambition, mais si derrière on n'a pas d'offre de solution, et donc là aussi je pense qu'il y a un enjeu d'accompagner les acteurs à s'organiser, à se structurer, à se former pour pouvoir répondre à ces nouvelles exigences. Et par rapport à ça, je voulais juste souligner l'aspect, au-delà de l'acceptabilité, l'aspect sensibilisation. Et quels sont les outils qu'on peut aujourd'hui donner simples à l'emploi pour une collectivité, un administré, une entreprise, pour prendre conscience. Donc je voulais en parler de 3 outils, si vous me permettez. C'est l'outil TACT, trajectoire d'adaptation au changement climatique, qui permet à une collectivité de bâtir un diagnostic de ses vulnérabilités pour ensuite mettre en place un plan d'action programmatique pluriannuel et une évaluation associée à ces actions. Approche territoriale. Il y a ensuite l'outil BATADAPT qu'on a accompagné avec l'OID, qui permet à l'échelle du bâtiment de se projeter jusqu'à 2090 pour pouvoir prendre en considération les vulnérabilités auxquelles serait confronté le bâtiment. Et là, on a des recommandations de travaux pour tenir compte de ces vulnérabilités. Et puis, essayons, on a le particulier qui est soumis souvent à des DPE au moment de l'achat d'un bien ou d'une location, pouvoir adosser un audit multicritère, multithématique, tenant compte justement de ces enjeux de vulnérabilité pour encourager le propriétaire, entre autres, à faire les bons investissements et les mauvais choix, parce que 1 euro investi aujourd'hui, c'est 6 euros économisés demain sur des actions curatives qu'il va falloir mener sur le bâtiment. Alors, moi, oui, je vous en prie. Non, je vais bien rebondir effectivement sur la question de la sensibilisation. Moi, je ne suis pas complètement certaine que cette sensibilisation elle soit complètement gagnée au-delà du cercle professionnel et des gens comme nous qui sommes intéressés au sujet. Nous, on voit beaucoup, finalement, en fonction des régions aussi de France, où finalement, cette question de l'adaptation du 50 degrés, finalement, elle reste assez lointaine pour de nombreux ménages. Et c'est là aussi, nous, on pense qu'on a un rôle à jouer pour sensibiliser les gens, les ménages, quand ils se lancent dans un projet de rénovation globale. C'est 80-90 000 euros aujourd'hui. C'est pas pour y revenir dans 5 ou 10 ans. On a aussi un enjeu presque de responsabilité collective à pouvoir bien conseiller les ménages à ce moment-là, à leur dire attention, là vous vous lancez dans ces travaux-là, c'est pour vous, pour vos enfants, etc. Et il faut vraiment que dès ces travaux, aujourd'hui vous puissiez vraiment engager des travaux d'adaptation. Merci. Pour prévenir l'augmentation des températures. Donc, nous, à cet égard, on compte à la fois sur des campagnes de sensibilisation grand public, mais aussi beaucoup, sur notre réseau de conseillers France Rénov', et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des conseils les plus adaptés possibles, inscrits dans les politiques locales de l'habitat. On croit aussi beaucoup au poids et à l'importance des élus, des collectivités locales dans ces voilà, pour pouvoir avoir le conseil le plus approprié possible sur chaque territoire. Ce sera plus évident de parler d'adaptation, de confort d'été à Marseille qu'à Lille aujourd'hui, mais n'empêche qu'il faut vraiment amener tout le monde sur cette voie-là. Alors, il y a 2 termes. Je vais peut-être commencer par la territorialisation, parce que c'est vrai que visiblement, on se doute bien que, comme vous le disiez, on ne va pas parler pareil à Marseille qu'à Lille. Et puis, les territoires vont aussi agir différemment. Cette territorialisation, elle est essentielle, vous pensez, Monsieur Le Bannier ? Oui, une territorialisation et surtout une planification qui nous semble indispensable. Déjà, pour décarboner, j'ai l'impression que pour le moment, on fait un peu chacun de notre côté. La copro essaie de se décarboner, le bailleur a son parc local. Et ce qu'on risque là, c'est d'avoir dans une même rue 2 bâtiments qui sont en pompe à chaleur, un qui est resté en gaz individuel, et quand le réseau de chaleur arrive, il n'y a que 2 candidats. Alors qu'on aurait pu raccorder tout le monde au réseau de chaleur, qu'on aurait pu financer la collectivisation du gaz individuel en collectif pour se raccorder. Donc il y a un besoin de planification pour optimiser le coût des infrastructures.
Il y a un autre sujet, c'est que la stratégie nationale bas carbone, comme les scénarios ADEME et d'autres, nous disent on va avoir beaucoup de biogaz, mais ce ne sera pas pour le bâtiment, ce sera pour l'industrie, et on aura des quantités d'électricité limitées. Sur le biogaz, par exemple, on hybride tous, et en rénovation souvent, et on hybride à 20%, à 30%, à 40%, à 95%, mais c'est où la clé, quoi. Et pareil, on entend parler on va mettre du chauffage électrique à la place du gaz pour décarboner. À la fin, on sait très bien que le chauffage électrique, on en a déjà trop. Donc il y a un besoin de planification, il faut le voir à l'échelle bâtiment, c'est très simple d'évaluer le potentiel de décarbonation d'un bâtiment en fonction, est-ce qu'il a une toiture terrasse, son année de construction et autres, pour donner peut-être les clés aux villes, aux territoires, pour planifier précisément, inciter, pour orchestrer tout ça. Il faut mettre l'adaptation au changement climatique là-dedans. Il y a des bâtiments qui vont avoir besoin de froid. Ça n'a peut-être pas de sens de les alimenter avec un réseau de chaleur aujourd'hui. Et puis la clim peut être un vecteur pour décarboner. Une clim, c'est une pompe à chaleur. Ça peut chauffer. Le pire qui puisse nous arriver, c'est qu'on ait une PAC à air dans le salon et une chaudière gaz dans la cuisine, alors que la PAC à air, elle aurait pu chauffer tout le logement. Alors pour ça, vous le disiez, il faut de la planification, il faut de la data aussi. Et aujourd'hui, on voit se développer énormément d'outils. Vous en avez d'ailleurs beaucoup qui sont montrés aujourd'hui. Il faut arriver aussi à trouver comment mutualiser ces outils, comment justement pouvoir adapter au plus près du territoire. Est-ce que les nouvelles technologies peuvent nous aider à cela, peut-être? J'aurais bien aimé réagir sur les recommandations techniques de mon collègue. Non, mais c'était très intéressant et bien sûr qu'on privilégie largement le raccordement au réseau de chaleur et on le pousse et on voit que beaucoup de territoires s'y engagent et en particulier en Ile-de-France. Non, mais sur la question de la data et de la planification, c'est clair, c'est un sujet. Enfin, c'est le Haut Conseil pour le climat qui indique, grosso modo, dans les stratégies portées à l'échelle territoire, les PCAET. En gros, le A, c'est en minuscule, on ne parle pas assez de qualité de l'air, et l'adaptation au changement climatique devient possiblement un co-bénéfice et pas une priorité. Donc vraiment, il faut qu'à l'agenda de la planification de nos territoires, l'adaptation figure vraiment en gras et gros pour que ça devienne une des priorités. Et par rapport à ça, je crois que c'est le PNAC qui le dit, ça mesure 2.3. Je l'ai noté, je ne le connais pas par cœur, c'est juste pour... Mais grosso modo, on a l'importance d'intégrer dans les PLU ce sujet des vulnérabilités. Donc ça permet aussi, là, pour les professionnels, d'avoir un champ d'exigence, de contraintes du territoire pour pouvoir mettre en œuvre des solutions à la fois dans le cadre de la construction que de la rénovation. Sur le sujet de la donnée, pour répondre à votre question, effectivement, il y a beaucoup d'outils. Il y a beaucoup d'outils. On a des observatoires régionaux, on a des observatoires nationaux, on a des initiatives portées par des bureaux d'études, on a des initiatives portées par des agences de l'État. Il y a un enjeu effectivement de coordination, mais en réalité, le chef de file et celui qui orchestre, je répète, c'est le territoire. C'est lui qui porte un peu l'ambition. Beaucoup de territoires font des schémas directeurs de l'énergie et ils sont en capacité, à 5, 10, 15 ans, de se donner une projection sur quel est mon besoin en logement, quel est mon besoin en mobilité, quels sont les enjeux de mes ERP. Et par rapport à ça, c'est lui qui orchestre. Et donc, il a à sa disposition une série d'outils. Je ne dis pas qu'il y a une meilleure offre que l'autre, si ce n'est que l'ADEME, on est bien sûr à votre service. Mais au-delà de ça, on a effectivement... On connaît l'importance de l'ADEME voilà, sur ces sujets. Je le dis et il est temps de le répéter beaucoup. Donc voilà, donc on a l'ensemble de ces outils, et puis on a les opérateurs réseau, les énergéticiens qui sont aussi essentiels dans ce jeu-là, parce qu'on a aujourd'hui des compteurs communicants, on a des instruments qui nous permettent de collecter de la donnée, de déployer des services à l'échelle de l'occupant, du logement, qui sont aussi à mettre au profit de la communauté. Et là aussi, une collectivité peut faciliter à la maille régionale, à la maille de l'EPCI, voire à la maille communale, comment ces données peuvent éclairer la décision et encourager les investissements pour répondre aux enjeux d'adaptation et de changement climatique. Alors vous avez parlé d'un mot, investissement, parce qu'il y a aussi cette problématique-là, dans les grands freins, il y a aussi le frein du financement, et aussi de se dire comment on fait pour avancer aussi plus vite. Est-ce qu'on va inciter? Est-ce qu'on va obliger? Mais dans ces cas-là, comment on le finance? Toute cette question du financement, comment vous l'abordez, vous, de votre côté? Alors je crois qu'à l'ANA, vous avez désormais intégré, il me semble, le confort d'été, grâce aux travaux que vous avez pu faire. Peut-être nous en dire un mot, mais aussi plus largement, comment on fait pour faire accepter tout ça?
Oui, la question du financement de la rénovation énergétique au sens large, du préfinancement, de la prise en charge pour les ménages de leur reste à charge, de comment ils vont pouvoir avancer les fonds, c'est bien sûr une question prégnante et récurrente pour pouvoir accélérer le mouvement de rénovation et de massification. Simplement pour redire, alors je pense que maintenant c'est bien connu, mais c'était quand même un grand pas pour nous et je pense pour l'ensemble de l'écosystème avec la grande réforme des aides à la rénovation énergétique qui est entrée en vigueur l'an dernier, au 1er janvier 2024. C'est la première fois qu'on a pu prendre en compte dans ces aides des gestes, en faveur du confort d'été. Donc uniquement dans le cadre de rénovation d'ampleur, puisque c'est quand même l'ambition d'aller sur vraiment une approche intégrée, globale de la rénovation des logements, mais pouvoir prendre en charge notamment ce qui était protection solaire et brasseur d'air. Alors c'était un premier pas finalement, mais c'était vraiment important et pour nous ça a aussi permis d'embarquer et d'envoyer un signal fort à la filière, aux professionnels, aux industriels en disant ben voilà, c'est quand même la voie sur laquelle on s'engage et ces aides qui sont stables pour l'année 2025, il y a aussi un enjeu fort de stabilité de ces aides, mais enfin voilà, c'est vraiment un signal qui de perdure, stabilité qui et n'est de pas confiance remis, qui est importante. Exactement, qui n'est pas remis en cause. Et au-delà finalement de cette prise en charge et de cette aide dans les aides de l'ANA, c'est vraiment ce signal qu'on envoie qui me semble important. Et le fait qu'on l'ait accompagné de guides techniques, de travaux avec les collègues des autres agences, des autres opérateurs nationaux aussi, pour vraiment engager un travail plus large. Et Pouget et Consultants nous a beaucoup aidé en cette voie-là. Donc voilà, donc c'était vraiment ce signal, même si on sait bien que ça ne fait pas tout et qu'il faut encore pouvoir mieux accompagner les ménages sur cette voie-là. Alors bien sûr, et quand je parlais d'incitation ou d'obligation, c'est compliqué aussi de faire avancer ces sujets. Faut aller vers quoi? Alors, Laurent, quand on en a discuté toutes les deux, vous me disiez c'est sympa, on parle de rénovation, mais il faut parler de confort. Mais à rajouter des obligations, ça devient plus difficile. Puis financièrement, ça ne marche pas. Alors comment on fait? J'ai pas la réponse. Non, ce que je disais quand on a échangé, c'est qu'effectivement, à accumuler les obligations les unes derrière les autres sans regarder les choses dans l'ensemble, en fait, on risque de se bloquer certaines possibilités en répondant à certains objectifs. Et c'est ce à quoi il faut être attentif, c'est-à-dire que même si on parle du neuf aujourd'hui, les obligations qu'on donne doivent nous permettre de penser déjà à l'adaptation, puisque l'objectif est de ne pas avoir à rénover trop vite ces bâtiments pour les rendre adaptés à la situation. La question, c'est en fait de comment si on veut rénover massivement, si on veut aller vers quelque chose comment je veux dire ça? Il faut y aller petit à petit, quoi. Oui, c'est ça. Il faut y aller petit à petit. Il faut apporter, modifier les choses dans l'esprit des gens petit à petit, même si il faut aller vite. C'est là que c'est un peu bancal, mais il faut que ça s'accepte petit à petit. Si aujourd'hui, on le voit bien quand on veut rénover, que si on demande de réduire la surface de 10 cm sur chaque côté, c'est pas acceptable, c'est financièrement pas acceptable, c'est socialement pas acceptable. D'autant que on a des solutions peut-être qui sont architecturales, alors je parle plus de financier, là je m'échappe un peu, mais par rapport à cette adaptation au climat, au réchauffement climatique, qui vont nécessiter de repenser complètement même les aides. Par exemple, on peut imaginer qu'il faut des espaces tampons, c'est ce qu'on a fait dans l'histoire pour absorber la chaleur dans des espaces un peu neutres qui ne sont pas les espaces de vie. Ça demande de la surface supplémentaire. Ça veut dire que quand on construit aujourd'hui, il faut penser ces surfaces supplémentaires. Il faut réfléchir avec des filtres sur nos façades. Il faut réfléchir, même si ça n'a aucune obligation, c'est pas parce que c'est pas obligatoire qu'il faut pas le faire. Et surtout pas bloquer. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on a des sites patrimoniaux remarquables. Il y en a 860 en France. Et ben, la rénovation dans ces zones-là est compliquée parce qu'en fait, les objectifs qui permettent d'atteindre les aides, on ne peut pas les atteindre si on respecte les règles de la zone. Donc, en fait, ça bloque l'évolution des choses. À trop vouloir donner de règles, finalement, on peut aussi être dans des difficultés. Et Aïda, vous me disiez également que c'est super, mais il faut surtout expérimenter. Voilà, il ne faut pas asséner directement des solutions parce que toutes ne vont pas s'adapter de la même façon au même endroit. Oui, alors effectivement, comme disait David, aujourd'hui, on a tout un éventail de solutions. Donc les solutions, elles existent. On a tout un éventail d'outils. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse expérimenter
chiffré et partagé. Donc vraiment, les acteurs doivent oser aujourd'hui innover et expérimenter dans des projets concrets. Les chiffrer, est-ce qu'on a un surcoût et de combien? Si on n'a pas de surcoût, c'est aussi bon de le savoir. Et puis après, de pouvoir le partager. Donc avec l'IFPEB, nous, aujourd'hui, on a mis en place, au sein de l'initiative œuvre des prescripteurs bas carbone, ce travail en binôme entre des MOA et des MOE sur des projets de rénovation concrets pour parler confort d'été et essayer d'expérimenter des solutions. Après, sur le volet réglementation, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, la RE 2020, ça a quand même permis de structurer les bons gestes en termes de performance énergétique et en termes de performance carbone. Et c'est venu influer sur la rénovation. On voit aujourd'hui que les artisans qui ont appris les bons gestes sur le neuf, ils ont tendance à proposer ça à leurs clients aussi dans la rénovation. Donc pourquoi pas pour le confort d'été? C'est un indicateur qui existe déjà dans la RE 2020. Il devrait être amélioré en prenant en compte des scénarios futurs, notamment le scénario plus 4 degrés qui est notre trajectoire de référence. Et après, on peut penser que ça pourra permettre d'influer sur la rénovation. Je pense que c'était intéressant d'ailleurs que vous parliez de la RE 2020, parce que finalement, il faut aussi penser que cette réglementation, elle touche nos bâtiments d'aujourd'hui, qu'on va devoir rénover dans 30 ans finalement. Oui, c'est vrai, c'est souvent ce qu'on porte. Hein. L'intégralité des bâtiments en 2050 sont déjà là, donc il faut faire bien du premier coup et se projeter. Clairement, la RE 2020 est quand même bien singulière, même en Europe, hein, d'intégrer la dimension carbone, énergie et confort d'été, quand bien même ça couvre qu'une partie de la France, c'est quand même déjà une excellente avancée. Et justement, dans les actions d'expérimentation, d'innovation, à l'instar de ce qu'on a fait avec les acteurs et bien sûr l'administration avec plus et moins préfigurant la RE 2020, nous sommes aujourd'hui avec les acteurs en train de travailler CAP 2030, hein, qui est une approche multi-critères. On en parle dans une session de conférence. Non, mais c'est important de souligner que voilà, c'est un sujet qui est pris en compte et que finalement, cette intégration, cette adaptation, elle doit aussi être dans cette réglementation pour aujourd'hui. J'imagine que vous êtes d'accord aussi, Monsieur Le Bagny? Oui, non, je suis en face. Je trouve que c'est une petite révolution quand même, cette RE 2020, sur le carbone, matériaux notamment, et énergétique. Ça change complètement les pratiques. Pour moi, il manque un petit coup de cliquet sur le confort d'été, mais c'est normal en fait, c'est le début du sujet. D'ailleurs, on a des appels à projet ADEME en ce moment, qu'on est en train d'auditer un peu le traitement du confort d'été dans cette RE 2020. Moi, je pense qu'avant de réglementer, il faut déjà poser un cadre. Je parlais d'un manifeste qu'on a construit avec plusieurs bureaux d'études. Il dit deux choses. Il dit, on nous demande de nous adapter à plus 4 degrés, mais avec quelles données climatiques? Donc on fait une proposition. Les points clés, c'est qu'on dit qu'il ne faut pas prendre un climat moyen, même le climat moyen de 2050. Si on s'adapte au climat moyen, il y a la moitié du temps où on n'est pas adapté. Donc on propose de prendre les 10% des occurrences des canicules passées. On propose deux niveaux. 10% des occurrences canicules passées. Comme ça, c'est pas du délire d'effondriste, c'est le climat qui s'est déjà passé, et propose un deuxième niveau qui est le climat de 2050, et un indicateur. Et avant de faire des calculs compliqués de simulation de thermique dynamique de bureau d'études, nous on est convaincus qu'en fait, il n'y a souvent pas besoin de passer par là. Je vous ai dit qu'il y avait un foisonnement de solutions, mais en fait, il y en a 5 qui marchent, qui ont un impact clair. C'est de mettre des volets, d'inciter les gens à ouvrir les fenêtres avec des moustiquaires, avec des occultations qui laissent passer l'air, d'isoler le bâtiment, de mettre des brasseurs d'air, et j'en ai oublié une, et des brasseurs d'air, l'isolation, et non, c'est tout, il n'y en a que 4. Voilà. Ces 4-là, c'est ce qui marche, vous pouvez les appliquer partout, c'est du sans regret, et je pense que si on a des règles demain, il faut qu'elles ressemblent à ça. Pas à des calculs compliqués, mais à des exigences de moyens simples et clairs. Et puis permettez d'aborder un cinquième, comme ça je rattrape, mais il y a bien sûr la question du géocooling, de la géothermie superficielle, qui aujourd'hui est un potentiel extraordinaire pour pouvoir répondre à la fois à des enjeux de chaud et de froid, et on a des gisements qui sont sous-utilisés et exploitables pour beaucoup de bâtiments et de copro, quoi. Alors, tant qu'on est à parler des solutions, Laurent, je me tourne aussi vers vous, parce que les architectes aussi ont des solutions côté adaptation. Oui, j'en évoquais un peu déjà tout à l'heure. On peut effectivement pas déléguer complètement la réduction de notre consommation énergétique, que ce soit pour se réchauffer ou se refroidir, au perfectionnement d'équipements techniques. Enfin, il y a vraiment énormément de solutions qui existent juste dans l'adaptation des usages, mais l'adaptation du logement pour pouvoir avoir ces usages. J'évoquais les zones tampons. Il y a aussi peut-être favoriser financièrement
la jonction de deux logements, par exemple, quand on réhabilite un bâtiment complet pour pouvoir avoir des logements traversants ou pour donner ces surfaces supplémentaires. Il faut, mais c'est vraiment aussi dans la façon de vivre le logement, de peut-être réorienter les pièces principales, et puis s'habituer. Alors vous parliez des volets, effectivement, c'est aussi cette pédagogie vis-à-vis des usagers pour qu'ils sachent optimiser le bâtiment tel qu'il existe. Historiquement, dans le sud de la France, on ne construisait pas comme dans le nord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les bâtiments en briques de Lille, ils ne sont pas forcément adaptés, mais il y a des possibilités d'aménagement, de réflexion, sans aller vers des équipements techniques qui vont nous permettre d'améliorer très nettement déjà les solutions. Oui, vous vouliez rajouter ? Non, simplement, je voulais rebondir parce qu'effectivement, ces conclusions finalement des 4 axes, et donc c'est pour ça que c'est ce qui avait été retenu dans le cadre de MaPrimeRénov', là, sur la rénovation d'ampleur, mais simplement pour souligner le fait, et on revient à la première question, je crois, de la sensibilisation finalement, que dans ces 4 axes, il y a la question aussi du savoir-être ou de l'usage du logement. Donc c'est des choses ici qu'on connaît très bien, je pense, mais ça aussi, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur le fait qu'un bâtiment isolé, ça veut dire que la nuit, il faut le ventiler, il faut ouvrir les fenêtres, etc. Et donc ça aussi, c'est des choses qu'on essaye de porter à l'ANA pour essayer de limiter en tout cas les retours de personnes qui ont pu être engagées dans des gros projets de rénovation et qui nous disent oui, mais après la chaleur reste et il fait très chaud l'été. Enfin voilà, donc tout cette pédagogie, elle est essentielle, bien sûr. Exactement, elle est essentielle et on y croit beaucoup et on essaye en tout cas de s'engager dans ce sens pour pouvoir accompagner les ménages, notamment dans l'après-rénovation, pour pouvoir avoir ça. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Et il y a des possibilités, par exemple, de mettre en place des référents bons gestes dans des grosses copropriétés, par exemple, des choses qui ne coûtent pas grand-chose, qui ne sont pas techniques, mais qui, effectivement, permettent de faire vivre des solutions dans le long terme. Parce qu'on avait vu, d'ailleurs, pour éviter un peu ce côté effet rebond, qu'on a pu voir aussi, justement, quand on parlait de rénovation énergétique ou passive, où finalement, les gens étaient contents d'avoir un truc qui fonctionnait très, très bien, et du coup, ils changeaient complètement leurs habitudes, et ça partait... ils consommaient beaucoup plus qu'avant. Il y a quand même un point, faut qu'on en reparle, mais c'est vrai qu'on avait parlé aussi du financement, parce que voilà, il y a de plus en plus de choses qui commencent à être mises en place. On a parlé d'une banque de la rénovation aussi, le ministère a parlé de ça, éventuellement pour justement... parce qu'il y a toujours ce reste à charge, voilà, on aimerait aller beaucoup plus loin, mais du coup c'est plus compliqué. Il y a également aussi des accompagnements pour les communes et pour les territoires, via la Banque des territoires. Je pense que c'était quand même important d'en parler aussi maintenant. Alors, il y a aussi un point, comme on est sur la partie solution, si on se projette un petit peu, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi parler de bâtiments flexibles ? Parce qu'on parle de plus en plus de bâtiments flexibles. Est-ce que finalement, elle peut être là aussi la solution de se dire que je construis un bâtiment tel quel maintenant, et puis j'imagine que dans 20 ans, il aura peut-être besoin d'une clim, mais ça, comme il va avoir besoin d'une clim, il faut que je mette en place déjà des conduits pour être sûr que ça fonctionne ? Ça, c'est un peu notre rêve. Ouais, on n'a pas les sous pour tout faire aujourd'hui, mais on fait le minimum pour que le bâtiment puisse évoluer. Et ça passe, il y a quelques points techniques, mais je suis désolé, je parle beaucoup de techniques, mais d'avoir des émetteurs basse température réversibles. On n'est pas obligé de mettre du froid dedans aujourd'hui, mais ça va permettre leur évolution. Et puis d'intégrer dès maintenant les solutions que j'ai évoquées, les volets et autres, choses qu'on ne fait pas aujourd'hui. Oui. C'est vrai que vous avez parlé du financement, je n'ai pas pu, mais j'en parlerai plus tard. Mais parmi les 4 piliers qui ont été cités, c'est vrai que la question des brasseurs d'air, c'est vraiment le quick win, quoi. Enfin, c'est peu cher, c'est utilisé. Je crois que lorsqu'on regarde ce qui se passe outre-Atlantique, presque 2/3 des bâtiments aujourd'hui ont des brasseurs d'air. En France, on doit être à 2%, 5%. Donc il y a un enjeu de faire connaître, de le répandre. Bon, il y a la question aussi des hauteurs sous plafond, de l'impact sur le volume et les mètres carrés, du prix du bien. Enfin, il y a des sujets à travailler. On ne peut pas négliger les difficultés techniques qui existent, mais c'est vrai que c'est typiquement le genre de victoire facile qu'on peut mobiliser. Et le SG peut donner des chiffres. Intégrer l'adaptation aux enjeux de décarbonation, c'est un surcoût de 10% sur des rénovations globales. Alors, quid du retour d'expérience que l'on aura, parce que pour le coup, j'ai déjà eu la chance de participer à des remises de trophées, des échanges, etc. Et lorsque je parle avec les porteurs, souvent, ils me disent on n'a pas payé plus cher. On n'a pas payé plus cher parce qu'on a réussi à mobiliser des solutions passives extrêmement intéressantes. Et quand vous parlez de réversibilité, je termine juste sur ça, sur le bâtiment dans la ville, le bâtiment dans son territoire. Il ne faut pas négliger ça, c'est que quand bien même le bâtiment il peut être réversible, flexible, comment on aménage aussi le territoire pour pouvoir
mettre en œuvre des solutions d'adaptation fondées sur la nature qui participent finalement aux solutions d'adaptation et traitement des vagues de chaleur. Et ça me semble important que toujours là, la collectivité soit un acteur central dans ces opérations. Alors la collectivité est acteur central et puis se rappeler aussi que c'est aussi des opportunités de développer son activité. Hein, Aïda, c'est aussi une opportunité business, on peut le dire comme ça, de réfléchir à ça. Il y a des innovations à trouver, il y a des choses à faire. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on sort d'une crise de l'immobilier. Je pense que pour moi, l'adaptation, c'est l'occasion, l'opportunité de faire les choses bien et de se distinguer par rapport à la concurrence. Donc, il faut oser expérimenter et oser innover. Et puis, oser aussi proposer aux gens potentiellement des projets plus chers. Si derrière, on a une équipe commerciale qui est capable de le justifier par des actifs immobiliers pérennes, parce qu'ils sont adaptés, parce qu'on a réfléchi au climat de demain et au fait qu'il est adapté à un scénario plus 4 degrés, par exemple. On parlait financement. C'est vrai qu'en fait, les rapports, ils citent plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. Donc le PIB de pays comme le Mali par an à mettre en face de la table pour massifier la rénovation et qu'elle soit performante et résiliente. Donc on sent bien que ça ne peut pas être couvert uniquement par du financement public, il faut que ça vienne par du financement privé. Ça peut être des initiatives comme la Banque de la Rénovation, mais je pense aussi qu'il faut ce changement de paradigme, d'accepter que la transition, elle est nécessaire et qu'au début, elle coûte plus cher. Donc osons aussi proposer aux gens des choses qui sont à la hauteur, même si ça coûte un peu plus cher. Bien sûr, oui. Oui, je veux bien juste rebondir là-dessus parce qu'on parle beaucoup de confort d'été. Moi-même, je parlais beaucoup de confort d'été, mais en fait, la question, c'est même au-delà du confort d'été. Je crois qu'on a commencé la table ronde comme ça. C'est un enjeu de santé publique et d'habitabilité des logements à un horizon qui est d'ailleurs sans doute même beaucoup plus proche que 2050. Donc, dans un moment en plus où on est dans un contexte de crise du logement, etc., on risque aussi, si on ne prend pas ce virage-là tout de suite, d'avoir un certain nombre de logements qui, dans un horizon assez proche, finalement ne sera plus habitable dans des conditions décentes. Donc on est vraiment au-delà finalement de la question du confort d'été qui est un aspect important et je pense que je partage avec vous le fait que pour inciter aussi les ménages, les amener dessus, c'est pas mal d'en parler, mais il y a aussi des logements qui vont se retrouver dans des situations beaucoup plus difficiles. J'ai envie de vous dire, c'est déjà même le cas. Si on prend justement toute cette partie de notre territoire où les pauvres sont retrouvés inondés, je ne sais plus combien de fois de suite. Enfin voilà, on parle de confort d'été, mais il y a aussi cette nécessité d'adapter notre territoire à des fortes pluies et de réussir à les faire réagir. Vous vouliez... Non, mais c'est clair, c'était dans mon propos introductif. Santé publique France a publié des chiffres récemment, c'est 37 000 décès qui sont liés sur les 10 dernières années, qui sont liés justement aux excès de chaleur. Donc c'est quand même préoccupant et donc c'est un enjeu de santé publique. Je pense que ça, il n'y a pas vraiment débat. Mais je voulais revenir sur le sujet du financement et je rejoins la remarque. C'est sûr, on attend des opérateurs, on attend de l'État d'investir massivement, que ce soit Pisani-Ferry ou des rapports de think tank divers et variés évoquent effectivement autour de 40 milliards d'euros sur des rénovations performantes pour un rythme de 700 000 par an. C'est colossal et clairement la puissance publique ne pourra pas. Comment on fait pour aller chercher du financement privé? Et là, je pense qu'il existe aujourd'hui des modèles intéressants et en expérimentation. L'ADEME a lancé un dispositif qui s'appelle Oreno. C'est un modèle ensemblier où finalement on offre la conception, l'ingénierie financière, le financement, l'assurance d'un bien rénové via une garantie de performance et via justement un partage des risques entre l'ensemble des opérateurs. Et grâce à ce type de dispositif, comme on est sur une logique un peu dérisquée, on arrive à mobiliser davantage des établissements bancaires qui s'orientent vers des opérations de rénovation massive et d'ampleur. Donc ça, c'est un sujet extrêmement intéressant qu'on va expérimenter là, ces prochaines années et qui peut être un des vecteurs du passage à l'échelle sur le volet rénovation. Alors on a dit territorialisation, financement, on va essayer d'y arriver, planification essentielle. Alors malheureusement on arrive déjà presque à la fin de notre table ronde. J'ai envie pour terminer, de faire un petit tour de table. Quelle perspective vous avez pour vous? La prochaine étape prioritaire, c'est quoi? Allez, je commence par vous. C'est d'expérimenter, ça a été dit, de mesurer la performance réelle, je vais y revenir, mesurer aussi le ressenti des gens, des artisans, comment ils accueillent ces solutions-là sur les chantiers. Donc ça, il faut expérimenter et suivre. Et mesurer aussi, et je fais le lien avec une étude qu'a menée l'ANEC qui s'appelle 1001 PAC et je pense qu'elle est bon exemple de ce qu'il faut qu'on duplique sur l'ensemble des sujets, où c'est 100 pompes à chaleur de maisons individuelles qui ont été suivies en performance au millimètre.
Et c'est du factuel, ça vient tordre le cou à plein de croyances, ça nous permet d'identifier les sujets qu'il faut qu'on travaille. Et il n'y a rien de mieux pour faire évoluer les pratiques et la filière, et il faut le faire plus souvent. Je précise que cette étude n'est pas encore tout à fait sortie et on va en parler. Voilà, Le teasing. Mais comme quoi, l'ADEME fait des études très intéressantes. On ne dira jamais assez que l'ADEME est une agence importante. Aïda. Moi, si je vais terminer par un appel à l'action. Je pense que parmi les acteurs de l'immobilier aujourd'hui, si dans vos processus, dans votre manière de concevoir vos projets, que ce soit dans le neuf ou dans l'existant, vous n'avez pas intégré cette notion du futur et de est-ce que mon bâtiment est adapté au climat de demain, il est temps d'agir, il est temps de l'intégrer dans vos processus. Donc voilà, appel à l'action. Pour nous, c'est beaucoup l'enjeu justement de la territorialisation et de comment nous, ANA, continuer à outiller notre réseau. Donc d'abord les espaces conseils France Rénov, mais au-delà l'écosystème un peu plus large, tous les accompagnateurs Rénov, etc., pour pouvoir vraiment les embarquer dans ce défi-là et qu'eux puissent aussi le relayer aux ménages et à tous les Français qui s'engagent dans une telle démarche. Et un petit mot aussi on a beaucoup parlé technique, mais sur une approche aussi un peu plus socio-économique. Je sais que l'ADEME aussi, avec l'Observatoire national de la précarité énergétique, mène des travaux dédiés au confort d'été, dans lesquels on est partie prenante, mais c'est aussi vraiment embarquer tout le monde dans ce défi-là. Eh bien, moi, je vais appuyer sur la question de la territorialité des choix qu'on peut faire et de la souplesse qu'on peut mettre dans ce qu'on va réglementer ou demander, parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse faire confiance aux acteurs de terrain répartis sur tout le territoire, qui connaissent leur territoire, qui connaissent leur bâti, pour qu'ils puissent être en capacité de faire le bon choix au bon endroit. De bons choix au bon endroit. Et puis moi, je ne vais pas être très original, je vais reprendre tout simplement les 4 piliers de nos missions à l'ADEME. Ça permet au moins de rappeler ce qu'on fait. Voilà, je le dis dans ce contexte, c'est bien. C'est un enjeu d'expertise et d'acquisition de connaissances. C'est un petit peu ce qui a été dit, c'est comment on éclaire à la fois la décision publique, mais aussi les prescripteurs, les acteurs du secteur. Des actions de conseil et d'accompagnement, essentiellement collectivités et entreprises. Là, pour le coup, ces logiques d'accompagnement, c'est capitaliser sur les connaissances acquises pour pouvoir outiller et donner à voir. Il y a l'enjeu bien sûr du financement, où là, que ce soit l'expérimentation ou le passage à l'échelle, là, il y a un enjeu de continuer d'avoir un engagement de l'État pour pouvoir soutenir ces initiatives. Et puis l'enjeu de la sensibilisation, de l'information. Je pense que l'essaimage passe aussi par le porter à connaissance des pépites qu'on a sur notre territoire. Et on en a des projets qui ont réussi à prendre le sujet à bras-le-corps, à moindre coût et de manière efficace. Et c'est eux aussi qu'il faut mettre en évidence pour donner envie à passer à l'action. Et cette collaboration aussi, elle est essentielle. On le voit. Sur tous ces sujets-là, je le répète assez régulièrement, mais on disait souvent avant que notre secteur et la filière, c'était un peu chacun dans son couloir. Aujourd'hui, ça peut plus être possible, quoi. On joue tous ensemble dans la même cour. Merci beaucoup. Merci à tous les 5. Je vais me tourner vers la salle. Vous pouvez les applaudir, bien sûr. Peut-être justement avoir quelques questions aussi, vous faire participer. On va prendre 5 minutes pour le faire. Alors j'ai une question sur ma droite. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde. Alors moi je suis Florence Presson, je suis adjointe au maire sur une commune, donc je repars avec plein de choses dans les bras, beaucoup sur le dos, beaucoup de choses qui ont été dites. C'est très bien. En revanche, le financement, je pense que ça nécessite une table ronde complète, mais surtout un passage à l'action. Parce que innover, je pense que pour quelques-uns qui me connaissent, je suis porteuse dans les territoires où je travaille sur beaucoup d'innovations. Je prendrai juste un exemple, c'est la géothermie. Moi, ça me fait mal au ventre aujourd'hui de porter un projet sur la ville de Sceaux, Bourg-la-Reine, Fontenay de géothermie, où on va casser les rues, etc., pour donner de la chaleur. Et quand je demande à passer de la fraîcheur, on me dit « Ah non, mais ça va coûter trop cher, donc notre modèle économique ne va pas marcher, on ne pourra pas développer le truc. » Et techniquement, on ne sait pas trop, alors qu'intuitivement, je pense qu'il y a des solutions. Donc, qui peut donner des sous? Qui peut dire on ne conçoit plus un réseau de chaleur sans un réseau de fraîcheur? Vaste question, n'est-ce pas? Et alors là, tous mes invités ne peuvent pas vous répondre, moi-même. Si, peut-être. Moi, je n'ai pas mon chéquier, mais pour le financement, je ne pourrais pas vous aider, mais pour le réseau de chaleur, la solution, c'est la boucle d'eau tempérée. Et c'est de l'eau à 30 degrés ou à 20 degrés
qui alimentent le pied des immeubles, et dedans on va avoir des pompes à chaleur réversibles qui vont pouvoir faire du chaud et du froid à partir de cette boucle d'eau, par exemple. Voilà. Alors, j'ai une autre réponse. Alors, bonjour Florence. Alors, je connais bien ce projet. J'étais directeur régional Île-de-France juste avant, donc je vois bien de quoi il s'agit. Donc c'est sûr que lorsqu'on privilégie le recours à de la géothermie profonde, donc on va aller chercher de l'eau chaude dans le Dogger en l'occurrence, pour pouvoir ensuite faire circuler les calories, c'est effectivement différent d'une géothermie superficielle de moindre importance qui là pour le coup va prendre la chaleur de nos sols, éventuellement de nappes moins profondes. Donc ça nécessite des investissements effectivement différents. La géothermie superficielle est plutôt aujourd'hui déployée à l'échelle du bâtiment, et une géothermie profonde par la haute température de l'eau peut on va dire se déployer à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une interco. Et donc, bien sûr, sur le financement, je rejoins complètement les remarques et les préoccupations qui ont été citées. Et puis, sur le financement, l'action de l'ADEME, c'est le fonds chaleur qui reste et demeure un sujet important. Le projet de loi de finances est en cours là, de validation par le Conseil constitutionnel, on l'espère, et on aura des crédits dès cette année pour pouvoir encourager le déploiement des projets. Il y a une toute petite chose, moi ça ne m'inquiète pas que, je ne connais pas les bâtiments qui seront accordés, mais peut-être que sur cette zone, faut mettre plus l'accent sur les solutions passives, les brasseurs d'air, un peu plus qu'ailleurs pour que ça donne un couplage à la fin cohérent. Alors si, j'ai quand même une réponse je vous invite à lire une superbe interview que nous avons faite dans notre dernier numéro du magazine de Bâti Actu, que vous trouverez là, et donc avec le directeur de la Banque des Territoires justement, et qui disait que voilà, ils avaient des fonds, mais après voilà, il faut faire le pas d'aller les chercher, et sur plusieurs années. Et c'est vrai que les communes n'ont pas la culture de l'endettement, et c'est ce dont il nous parlait. Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui il faut changer cette culture-là? Je ne sais pas. Je vous invite à le lire. Merci beaucoup pour votre question. Éventuellement une autre question? Non? Ah oui, monsieur au fond. En fait, par rapport, justement, parler de géothermie, pour les particuliers, aujourd'hui, c'est quoi la politique? Est-ce qu'il faut la conseiller, ou est-ce qu'on considère que c'est dangereux pour l'environnement et on ne la fait pas? On est un petit peu dans le flou. Vous êtes perdu. Alors, c'est sûrement pas dangereux pour l'environnement. La géothermie, moi je l'aime bien cette solution-là, je l'ai faite installer à mes parents. Maintenant, ils ont un plancher chauffant rafraîchissant en géocooling, ils gagnent 3 degrés l'été, ils ont même le luxe d'ouvrir les volets. Donc ça marche bien, il y a juste un coût d'investissement qui est non négligeable, et voilà, qui vient dégréver un peu la rentabilité de la solution, en tout cas à l'échelle de la maison individuelle. Moi, j'ai tendance à rappeler un peu le triptyque, c'est-à-dire déjà, quelles sont les actions de sobriété qu'on peut mener? Alors, je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais c'est toujours important de rappeler ce terme. Je crois qu'on ne l'a pas employé dans le cadre de la table ronde. J'ai dit une fois. Pardon, désolé. Après, l'enjeu, bien sûr, de l'efficacité énergétique et les actions de rénovation. Ensuite vient les questions des ENR, enfin des énergies renouvelables, et des solutions disponibles pour les dimensionner au juste besoin. Parce qu'une fois qu'on a travaillé sur la sobriété et l'efficacité, on investit au plus juste la solution. Alors la géothermie, bien sûr qu'on l'encourage, c'est un investissement important, mais on a quelques études au sein de l'ADEME, et je vous invite à les consulter à destination du grand public, qui évoquent le TRI, le taux de retour sur investissement de ces investissements sur des packs géothermiques. Et puis sur les packs RO ou RR, là aussi, on a déployé un outil qui s'appelle Pack ou Pas, qui est un outil disponible sur Internet, qui vous permet, en rentrant votre adresse et quelques données paramétriques de votre bâtiment, savoir quelles sont les solutions là vraiment de décarbonation de votre chauffage les plus pertinentes. Et donc on évoque la géothermie lorsqu'on a un réseau de chaleur à proximité, un réseau de géothermie profonde ou superficielle, et puis des solutions éventuellement de packs aéro. Merci beaucoup. Non, c'est pour les immeubles collectifs, Pack ou Pas. Ça a été fait avec un super bureau d'études d'ailleurs. Merci à tous les 5. On le voit, mobilisation collective, agir sur tous les piliers. Aujourd'hui, avec Energy Limiting, c'est aussi ce qu'on essaie de vous proposer, voilà, de vous fédérer, de montrer que des solutions existent, et bien sûr de prioriser l'intelligence collective. Il est temps de faire une petite pause. Je vous remercie tous mes intervenants. Vous pouvez les applaudir.